Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner pour un numéro spécial Draft 2025, spécialement consacré aux 5 joueurs français ayant une chance d'être sélectionnés au premier tour. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Fabien Porta de la chaîne YouTube GOAT2GUY qui suit de près l'évolution de ces 5 joueurs. Bonjour Flavien. Hello, salut à tous. Flavien, c'est la deuxième fois que tu viens, merci. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Mais ouais, puis on s'est rencontrés dans la vraie vie, ça m'a fait tellement plaisir de parler avec toi. T'es extrêmement... ta connaissance de tous ces prospects, de tous ces jeunes talents me fascine, Flavien, laisse-moi te le dire. Et j'espère que je pourrai éclairer encore vos lanternes sur ce sujet aujourd'hui. Ouais, et t'as couvert certains joueurs déjà sur ta chaîne ou pas? Oui, on a couvert Noah Essengue l'année dernière quand il faisait l'équivalent de la Youth League au football, mais ça s'appelle la NGT. Ok, C'était à Dubaï. On a déjà Noah Penda, moi j'ai beaucoup suivi son frère cette année. d'accord. Notamment Beringer aussi, on a une vidéo sur lui, pareil, à la même compétition que Noah Essengue. On faisait découvrir un petit peu qui était jeune, sans pour autant qu'on imagine qui serait à la draft cette année. Bref, quasiment tout le monde, sauf Maxime Reynaud, qui était en NCA et qui est du coup un peu plus inaccessible pour des Ouais. raisons évidentes. Il est un peu loin, quoi. Des raisons géographiques Voilà. qui s'imposent. Non, bah écoute, j'invite tous les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube, hein, GOAT2GUY, ça s'écrit G-O-A-T O-G-Y-U, c'est ça? Non, G-U-Y, voilà. G-U-Y, pardon. Voilà. GOAT2GUY. Donc, on va parler un petit peu de tous de ces 5 joueurs qui sont à la draft 2025. Il y a 3 joueurs qui ont été invités dans la Green Room de cette draft. Le premier tour de cette draft sera organisé le 25 juin au Barclays Center de Brooklyn. Le second se déroulera le lendemain. C'est la nouvelle un peu configuration voulue par la NBA. On a 5 joueurs français qui sont vraiment très probablement partis pour rejoindre la saison, la saison NBA pour l'année prochaine. On va commencer par celui qui est en haut, enfin qui est en premier de toutes les mock drafts, enfin premier français de toutes les mock drafts, Noah Essengue, 2,08 m à peu près, 18 ans. Il est passé par Orléans, puis par le Pôle France. C'est un poste 3-4. Ça fait 2 saisons qu'il joue à Ulm en Allemagne. Il a joué l'Eurocup. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire sur Noah Essengue? Est-ce que j'ai dit des bêtises Non, t'as concernant? pas dit de bêtises. Peut-être sur le poste, c'est plus un 4 qu'un 3, D'accord. à cause de son tir et même de son morphotype il est très très long. Tu disais 2,05 m, mais il a aussi une énorme envergure qui fait que moi je le vois vraiment comme un 4, mais je pense, a la volonté de se déplacer aussi sur du poste 3 petit à petit, puisqu'il a quand même du ballon et le tir il est quand même en train de se travailler. Mais effectivement, pour revenir un peu sur le parcours, c'est un garçon qui est originaire d'Orléans, qui a fait l'INSEP et qui est parti plus tôt pour, euh, pour en fait finir son cursus de formation à Ulm. Donc il vient de faire 2 ans. Il a fait une année l'année dernière où il jouait avec la réserve et il a fait quelques entrées en pro. Il est surtout pas comme Dadia qui était devant lui, un autre prospect français qu'on a vu drafté au premier tour l'année dernière à New York. Ouais. Et cette année, du coup, il a été vraiment implanté comme l'un. Ils ont 2 prospects à Ulm cette année, dont Noah Essengue. Ils avaient Ben Saraf, qui a été, si je dis pas de bêtises, MVP de l'Euro U18 l'année dernière. C'est un joueur israélien qui est plus un poste 2. Mais du coup, on a eu ces deux-là. Mais c'est Noah Essengue qui a vraiment cassé la baraque un peu avec Ulm, où il a fait une très belle saison en BBL qui est pas terminée. Là, ils sont en finale justement contre le Bayern Munich en ce moment. Normalement, lui, il finira pas la finale. Je crois qu'il a fait les 2 premiers matchs et que ça s'arrête là et qu'il va partir à New York pour la draft cette semaine. Mais c'est un garçon qui a, même en Eurocup, a fini dans les 20 meilleures évaluations de la compétition. Il n'a pas été élu meilleur jeune parce qu'il y a un autre jeune enfin jeune entre guillemets de 22 ans qui a été jusqu'en finale et qui a tout cassé. Mais Noah Essengue a vraiment passé une très très belle saison et on l'a vu dans l'évolution même des mock drafts au fur et à mesure que les mois passaient.
C'est un garçon qui était plutôt attendu milieu de premier tour, autour de la allez, 22, 20, 20e place, 19e place. Mais petit à petit, sa cote a monté. Aussi parce il s'est affirmé petit à petit dans ses performances. Et là, aujourd'hui, là, ESPN, depuis 3 jours, l'annonce dans le top 10, fin de top Ouais. 10. C'est bien possible qu'il y soit, moi j'y crois vraiment, un garçon qui a, je trouve, vraiment bien évolué sur toute la saison et qui mériterait en tout cas d'être drafté environ à cette place-là, Dans la dernière mock draft d'ESPN, je crois qu'il part en 9 aux à Toronto. Raptors. Ouais. Ouais. Donc voilà, et comme tu l'as dit, ouais, il a 18 ans. Il a eu 18 ans en décembre dernier, je crois. Oui, c'est le joueur le plus Donc, jeune des inscrits à la draft cette année. ouais, C'est c'est ça, ça ouais. ce qui fait que c'est très intéressant, c'est qu'on a vraiment un profil très 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 jeune, alors que tu as d'autres profils dans la draft qui vont être beaucoup plus âgés. Lui, pour le coup, tu as un joueur qui commence à s'affirmer chez les professionnels de manière régulière et prononcée, et qui a encore vraiment beaucoup de temps. Enfin, c'est un prospect, tu as des garçons qui vont avoir 19 ans là très rapidement ou qui les ont déjà. Lui, il a encore vraiment de la marge Hmm. en termes d'âge, quoi. C'est cool. Ouais. Dans son profil, moi, de ce que j'ai pu lire, alors moi, je suis pas du tout un spécialiste pour le coup des jeunes talents et tout ça. C'est pour ça que je te fais venir dans le podcast. C'est pour éclairer ma lanterne parce que j'ai pas le temps de suivre ces jeunes pousses qui arrivent. Moi, je les découvre la plupart du temps pendant la Summer League. Je voudrais revenir un petit peu sur les qualités et les défauts de Noah Essengue. De ce que j'ai lu dans ses profils, c'est un joueur qui a des grosses capacités défensives. Et il a une grosse enfin, il est projeté pour être un bon défenseur sur le périmètre pour sa taille. Également très bon défenseur à l'intérieur. Certains disent que ce serait bien qu'il prenne de la masse pour pouvoir défendre en NBA, notamment sur les profils sur lesquels il va devoir défendre. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? J'ai également vu qu'il y avait pour l'instant des problèmes de lecture en défense, sur le positionnement ou sur la compréhension de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, quand tu vois son âge, c'est on ne peut plus compréhensible. Sur la défense, qu'est-ce que tu peux me dire concernant Noah? Sur la défense, c'est un garçon qui est vachement intéressant de par son profil physique. C'est un- tu peux, je vais pas dire qu'il peut aller de 1 à 5, mais il va, je pense, facilement faire du 3 à 5 parce qu'il est grand, parce qu'il est long. Et effectivement, si il travaille comme il va en NBA, ils vont travailler physiquement, ils vont l'épaissir, comme à peu près tous les joueurs qui arrivent dans cette ligue. Pour moi, il pourra défendre par séquence sur du 5. Euh, donc c'est hyper intéressant d'avoir une capacité de switcher Ouais, sur tous les postes de forward pour lui, effectivement, en défense. Après, je trouve qu'en fait, ce qui était intéressant à voir aussi l'an dernier, quand on le voyait jouer contre des jeunes joueurs, donc des joueurs de son âge, c'est que physiquement, il y avait personne qui le tenait. Et ouais. donc c'est bien d'avoir vu cette année que il n'a pas du tout été mangé physiquement par, par le monde professionnel. Oui, c'est Euh, ça. Il joue contre des adultes déjà, lui. Donc, il joue contre des adultes pros, il c'est jouait ça, ouais. déjà contre des pros l'année dernière. Alors la troisième division allemande, c'est un peu un championnat espoir. Il y a beaucoup de jeunes et le niveau est vraiment pas très élevé pour le coup. Ouais. Mais quand tu le vois vraiment sur du haut niveau en championnat allemand, en Eurocup, bon, il est prêt en fait déjà à jouer en pro. Effectivement, je pense que c'est physiquement que ça va s'il s'épaissit comme il va s'épaissir en étant NBA, il n'y aura vraiment aucun problème défensivement, je pense, hein. Je le vois. Hmm. Et puis en attaque, c'est quelqu'un qui a du move, qui travaille son tir, ce qui, pour moi, je trouve sa plus grosse faiblesse, à mon sens, encore. Même si la mécanique, elle est bonne, etc. Mais il n'a pas forcément des pourcentages qui sont exceptionnels, tu vois. Cette saison, à 3 points, il est à 24%. Donc là, on doit Ouais. beaucoup travailler. Il shoot à 68% au lancer. Alors, c'est quelque chose qui a augmenté, mais c'est encore assez faible. Tu vois, c'est un garçon qui Bien va quand sûr, même ouais. beaucoup sur la Tout à ligne, fait. qui peut aller beaucoup sur la ligne parce que bah, son jeu se fait près du cercle. Et il faut qu'il puisse être un peu plus létal dans cet exercice pour apporter plus de points et être beaucoup plus dangereux et qu'on fasse en théorie moins de fautes. Bref, je vois en fait, c'est surtout que je vois une marge de progression énorme. C'est Ouais. plus ça qui, je pense,
va être intéressant pour les franchises NBA là cet été à la draft pour lui, c'est tu paries sur un garçon qui est, je pense, déjà prêt dans un sens, mais qui va se développer et que tu dis, bon, c'est quand même un diamant qui n'est pas brut, mais ça reste quand même, il y Hmm, a quand même pas mal de boulot. Mais moi, j'y crois, tu vois, une franchise comme les Raptors, bien sûr. qui sont dans un entre-deux un peu spécial, qui aiment bien ce genre d'ailier un peu freak, dont le morphotype n'a pas de réel sens. Ouais, délié à tout faire, qui est capable de switcher sur tous les postes Voilà, et de... Ouais. et l'an dernier, et l'an prochain, ils vont pouvoir tester vraiment leur équipe comme ils espéraient pouvoir la tester cette année. Moi, pourquoi pas Toronto, mais il y a d'autres franchises qui sont quand même intéressées. C'est un garçon qui a eu de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure de la saison et il a vécu en gros avec des scouts à l'entraînement, au match toute l'année, avec plein d'interviews, etc. Il manque pas de prétendants, Ouais, j'ai vu qu'il avait aussi enfin, beaucoup ont mis en avant son sens de la passe. Alors c'est pas Nikola Jokic, mais tout le monde dit que voilà, il a quand même la compréhension de comment se faire circuler le ballon. Et on voit cette saison NBA avec ses finales NBA également entre le Thunder et les Pacers. On voit à quel point ce profil est hyper. Aujourd'hui en NBA, t'es obligé de savoir dribbler et passer en plus de tes autres compétences. Mais si tu sais pas faire ça, ça devient compliqué de trouver du temps de jeu, notamment quand t'as un profil ailier, quoi. hein. Ouais. Et puis lui, moi, je trouve que c'est un joueur intelligent en fait. C'est un joueur Ouais, intelligent et que c'est ça qui est important, ouais. c'est déjà une bonne base. Alors, en plus, Très. si t'as le physique qui va avec, et que es capable voilà, de passer, de scorer, de défendre. Pour moi, il a un avenir en NBA qui est tracé. Après, qui existe. Toute la Ouais. question est de savoir qu'est-ce qu'il peut devenir. Et ça, je pense qu'on est peut-être un peu tôt pour lui dans sa progression pour le savoir. Mais Hmm. je le vois en plafond très haut, mais tu sais pas comment l'intégration dans une équipe, l'intégration d'une franchise, tu le vois. De toute façon, si tu vois, tu compares par rapport à l'année dernière, on a eu des Français qui ont été très vite intégrés, avec qui ça a très bien marché, et d'autres qui ont très peu joué. Et ça dépend vraiment aussi d'où tu tombes. C'est là où C'est ça, exactement. Ouais. qui va poser question. On va parler de Johan Béringer, 2 m 10, 18 ans également. Il a été formé à la SIG de Strasbourg. Il a commencé le basket en 2021. Je trouve ça assez dingue qu'il en soit là aujourd'hui. Ça montre quand même une évolution folle. Il a commencé en Betclic Elite. Là, il est parti en Slovénie, à Ljubljana, dans la Ligue Adriatique. Euh, il arrête pas de monter, Johan Béringer, dans les mock drafts. C'est assez fou, son espèce d'ascension irrésistible depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu peux me dire le concernant? Eh bien, écoute, Johan donc formé à Strasbourg, tu le disais, a commencé le basket il y a très peu de temps. Ouais, Moi, je le voyais jouer je l'ai vu jouer en espoir l'année dernière, plusieurs fois, donc en France, contre des joueurs U21. Mais dans son équipe, c'est vraiment pas lui qui ressortait du lot. d'accord. Même pas du tout. Il était même pas forcément titulaire dans l'équipe. C'est preuve à quel point, en un an, il a passé un cap qui a pas de sens. Mais c'est un garçon qui, physiquement, par contre, tu te doutais qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant. C'est aussi pour ça qu'il avait été sélectionné pour faire la NGT Dubaï il y a un an, où il avait été plutôt bon. Mais très honnêtement, moi, je te le dis, il y a un an, je ne vois pas un profil NBA. Je sais qu'on en parlait de nous dans notre équipe. Il y en avait un qui me disait, un de mes collègues, qui me disait, tu verras, pour moi, c'est un prospect NBA. Est-ce qu'il va l'être vraiment? Mais en tout Ouais. cas, physiquement, c'était vraiment Ouais. quelque chose d'impressionnant. Et en fait, Il avait le profil physique, mais on savait pas si tu sais, il y avait encore un doute sur ses capacités en termes de jeu voilà, à correspondre au truc, quoi. ouais, c'est exactement ça. Mais même à exister dans un effectif professionnel. Et donc, Bien quand il sûr. signe à CD Vita en Slovénie, il ne signe pas pro en début de saison. Il est juste là pour s'entraîner avec les pros et jouer avec la réserve. Euh, Sauf qu'au bout de 3 semaines de championnat, ils l'ont signé pro parce ils se sont rendus compte que déjà qu'il leur manquait un profil comme ça et qu'il était vraiment en train de progresser à une vitesse ahurissante.
C'est un garçon qui est très très long et qui a énormément grandi cette année, de ce que je lisais. Euh, Quelque chose qu'il a pris 5 cm, un truc du genre. Enfin, c'est démentiel. Et quand tu vois en fait les images, je l'ai pas vu jouer en vrai cette année. Je l'ai vu que à la télé, mais par des images, voilà. Mais il est physiquement très impressionnant parce il a une vraie mobilité pour sa taille. Ouais, Il est physiquement prêt pour encaisser les coups. Tu l'as dit, il a commencé le basket en 2021. Il n'a pas beaucoup de fondamentaux techniques. Et pour moi, c'est son ouais. souci, Ouais, vraiment. ça pour moi, c'est quand même extrêmement problématique. C'est-à-dire que tu prends vraiment un joueur, s'il n'a pas les fondamentaux, c'est un projet à 2-3 ans minimum, quoi. Ouais, 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 oui. Mais après, c'est aussi un joueur je trouve, a une lecture vraiment très bonne. C'est un Ouais, garçon que tu prends, c'est du rim runner, en fait, que tu vas chercher avec Johan. C'est, je euh, vois. mais t'as des joueurs qui font carrière sur ça. T'as des joueurs Ouais, t'as raison, ouais. qui font faire carrière, comme, je sais pas, tu vas prendre DeAndre Jordan il y a quelques années, tu vas prendre Clint Capella, pour moi, c'est ce genre de profil. Lui, il est très fort sous la raquette, il est très bon défenseur au cercle. Euh, il a pas peur d'aller au contact. En fait, j'ai vraiment l'impression que lui, pour le coup, encore, je parlais de Noah Sengi comme un diamant brut. Lui, pour moi, c'est diamant brut pur. Mm. C'est-à-dire que comme tu dis, avoir un projet à long terme avec lui. C'est aussi un des joueurs les plus, je crois que c'est le troisième joueur le plus jeune de la draft. Il est né en novembre 2006. Donc tu as aussi du temps avec lui pour le Bien former. sûr. Et en fait, enfin, je pense que les franchises sont hyper intéressées et c'est pour ça qu'ils montent dans les mocks. C'est aussi parce que tu vois la progression qu'il a entre le mois de septembre et le mois de mai, donc en quelques mois, tu te C'est dis, bon, bah, fulgurant. il y a Mm. vraiment quelque chose d'hyper intéressant. On le voyait même pas forcément avoir des minutes en professionnel tout court en septembre. Et il a joué en Eurocup longtemps, il a joué en Ligue Adriatique contre de très bonnes équipes. On va retrouver le Partizan, on va retrouver l'Étoile Rouge, on va retrouver Dubaï qui monte aussi en Euroleague. Il y a enfin, vraiment de très belles équipes. Et il a fait champion Slovénie aussi. Et en fait, petit à petit, il a été juste titulaire dans son équipe. Moi, peut-être qu'il est peut-être projeté un peu haut. En tout cas, c'est ce que je me disais en janvier déjà. Aujourd'hui, Mm. je crois qu'ESPN le mettait 14e. 14e aux Spurs, Voilà, via ESPN, le pic d'Atlanta. ouais, ESPN en fait ont été les premiers à le classer très très haut, genre vraiment lottery D'accord, pick ouais. dès janvier et j'avais de gros doutes sur ça. Mais finalement, bah, tout le monde s'est un petit peu harmonisé à le monter au moins premier tour et je pense que c'est juste le potentiel pour le coup qui est hyper intéressant pour ces équipes-là. Et les Spurs, tu dis, hein, il est attendu 14e là, par ESPN. 14e, c'est les Spurs qui ont été un petit moment liés à Maxime Reynaud, dont on va parler après. Ouais, J'ai vraiment l'impression aussi que dans des bruits de couloir, ils ont l'air de chercher un autre intérieur. Donc, bah, Johan peut être une de ces pièces-là. ouais, complètement, ouais. Ce serait assez fou et en même temps, voilà, j'aimerais bien voir à quel point la fulgurance de son évolution est capable de l'emmener à jouer de vraies minutes sur un terrain, sur un parquet NBA, quoi. Bah, moi, ce que j'ai un peu peur avec Johan, c'est qu'il ne tombe pas dans un environnement qui lui permet de jouer. Ouais, Il tout à fait, ouais. faut pas, pour moi, il faut soit que la franchise qu'il sélectionne est un projet à long terme avec lui et qu'il n'ait pas forcément de minutes sur la première saison, mais Ouais, je que, en vois tout en fait, cas, qu'il y a un vrai projet de développement le exactement. concernant, en fait. C'est Tu vois, moi, ça? je pense à des équipes qui vont tanker. Bah, mettez-le sur le terrain, en fait, par exemple. Tu vois, Ouais. mais effectivement, c'était les Spurs, c'est pas du tout le projet pour l'année prochaine. Là, on veut absolument gagner des matchs. Si tu prends Johan, c'est pas pour gagner des matchs cette année, hein. En tout cas, c'est pas Ouais, pour gagner des complètement, matchs ouais. avec lui. Bien sûr. Voilà. Non, non, puis après, on parle d'équipes qui tankent ou qui tankent pas. Je veux dire, il y a des clubs qui jouent la loterie quasiment toutes les saisons et qui ne développent peu ou pas bien leurs jeunes talents. Donc voilà, j'espère qu'il va pas tomber dans ce genre d'équipe où Mais tu te retrouves un peu prisonnier
d'un club qui a peu d'ambition et qui a pas la structure pour te développer, en fait. Exactement, exactement. Mais tu vois, par exemple, je regarde un petit peu les équipes autour. T'as Atlanta en 13 qui, eux vont probablement partir la saison prochaine sans Capella. Donc, est-ce que ils ont pas intérêt d'aller aller chercher Ouais. de l'intérieur? Les Nets qui sont un peu plus loin, qui sont 19, eux, il y a des rumeurs comme Colin Clarkson va être trade. Est-ce que t'as pas besoin d'un intérieur? Est-ce que justement ça peut pas être Johan? Ouais, ça dépend du projet, effectivement, ouais. Ça dépend du projet, mais pour le moment, là, c'est par exemple deux équipes qui pourraient créer de la place, en tout cas Mm. pour un intérieur, et qui, donc, Johan se retrouve dans ce genre de discussion. Je pense pas que, par exemple, je pense pas qu'avec lui, on aura de surprise où il va être sélectionné, comme on a vu avec Dylan Salin l'année dernière, où il était attendu fin de loterie, et il s'est retrouvé sixième. T'auras pas Ouais, ça avec Johan. Johan, on est ouais, plutôt sur un range où il est attendu entre 13 et 25, je pense. ouais, d'accord. C'est hyper large. Ouais, ouais, je comprends. Troisième joueur, Nolan Traoré. Lui, pour le coup, il y a un an, il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir de le voir assez haut dans cette draft, finalement. Donc c'est quoi? C'est 1m91, 93, 18 ans également. Meneur de Saint-Quentin. Il a baissé. Il a baissé. Il a eu une année assez. Enfin, beaucoup pointe le fait qu'il a eu une saison trop irrégulière pour réussir à convaincre les scouts. Là, aujourd'hui, il est annoncé à peu près entre la 20, 26e place de la draft. Comment tu m'expliques la chute de Nolan Traoré et qu'est-ce qui, dans son profil, fait que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont l'air de s'intéresser à lui dans le top 15? Euh, Bah déjà, l'année dernière, Nolan était annoncé, on va dire, top 5 Oui, pour une c'est ce qui raison, me semble, ouais. pour une raison plutôt simple, c'est qu'il sort de l'INSEP en milieu de saison, où il était ultra dominant. C'est Saint-Quentin qui était venu le chercher, et en fait, c'est qu'il s'adapte dès le premier match au niveau de la Pro A. Et physiquement, il était prêt. Techniquement, en fait, il surprend énormément. Mm. Il fait des cartons, notamment en playoff contre l'Asvel. Ça avait été vraiment un phénomène, et on se dit, ok, on en a vu, on a vu 2 mois de ce gamin avec Saint-Quentin. Est-ce que enfin, il a emmené Saint-Quentin en playoff, et il a fait des matchs exceptionnels en playoff. Tu te dis, bon, à ce niveau de jeu, moi je crois en Nolan Traoré. C'est aussi à ce moment-là où il fait la finale de la NGT à Berlin avec Mhm. l'INSEP, où il fait 53 d'évaluation en finale. Donc, enfin, il avait vraiment une hype qui était très très haute à ce moment-là. Ouais. Donc, bah, beaucoup avaient beaucoup d'attentes en fait en, en septembre. Déraisonnable, tu penses? En fait, je pense pas, mais c'est un gars, il a souffert de quelque chose à mon sens, c'est que les équipes se sont beaucoup mieux adaptées à son profil, Mm. parce que bah, il est arrivé aussi comme une surprise en milieu de saison. Et là, pour le coup, on sait quel type de joueur c'est, on sait mieux le scouter, ça reste quand même un jeune joueur. Et du coup, bah, fallait que lui aussi soit un peu prêt à avoir une pression et se dire, bon, bah, je vais être une cible aussi pour les défenses adverses. Et il a eu une saison un peu mitigée, mais comme tout Saint-Quentin en réalité a eu une saison un peu mitigée. Ils font pas de playoff. Ils étaient attendus avec une équipe en tout cas qui pouvait les faire. Et Nolan, je trouve, souffre de quelque chose, c'est qu'il n'a pas forcément progressé sur le tir. Euh, Ses statistiques sont quand même en hausse par rapport à la saison régulière dernière, donc bon, mais c'est pas entre guillemets suffisant, hein. Un garçon qui Mm. a tourné à 11 points de moyenne, 5 passes, mais il perd quasiment 3 ballons. Il a beaucoup de déchets. Euh, Là où les franchises sont quand même vachement intéressées, c'est pour sa vision de jeu, son premier pas ultra rapide. C'est quand même quelqu'un qui va facilement au cercle. Ouais, il a un jeu en drive qui est hyper convaincant, manifestement. Voilà, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Tony Parker. D'accord. Je trouve que c'est plutôt, plutôt convaincant, et enfin que ça va plutôt dans ce sens-là. Parce que Tony Parker, c'était un dieu de la pénétration dans la raquette. C'est le mec, c'était quand même, c'était son cheat code pas possible quoi. Voilà, mais Que sauf que personne n'arrivait à l'arrêter quoi. personne n'arrivait à l'arrêter, mais c'était dans une NBA où le tir à 3 points n'était pas important, et là, pour le coup, il est vachement. Tout à fait. Il peut pas En vivre. fait, au tir, lui,
il est pas assez constant. Tu vois, là, il sort d'une saison en championnat et je vais savoir, je vais revenir peut-être avec les stats d'après. Non, c'est les mêmes. Il a fini la saison à 30% à 3 points, mais avec 4 tentatives par match, qui est quand même. Enfin, il prend 40% de ses tirs à 3 points. Et il n'est pas forcément spécialement bon en catch and shoot parce qu'il a besoin de la balle. Et c'est ça aussi qui va freiner vachement les franchises. Si ton meneur, il n'a pas forcément de tir à 3 points et qu'il a besoin du ballon pour exister, c'est difficile Ouais, je vois très bien. Ouais. pour des équipes de lui donner des responsabilités tout de suite. En plus, le poste de meneur, c'est un des postes les plus compliqués à maîtriser en NBA. Parce que, comme tu dis, si t'as pas le ballon, tu dois apprendre par les erreurs, en accumulant les erreurs, ce qui ne convient pas forcément à toutes les équipes. Et ça peut être très, très, très compliqué, finalement, de trouver du temps de jeu, d'avoir quelqu'un qui te fait confiance et de pas se décourager à ce moment-là. Et est-ce que tu penses que Nolan a la capacité d'avoir un shoot assez solide pour imposer son jeu en NBA ou pas? Ben, c'est toute la question, je crois, en fait, Ouais, effectivement. de son positionnement à la draft et de la suite qui y aura. Euh, je trouve qu'il y a une bonne base, on va dire, sur le travail du tir. C'est-à-dire il a pas une mécanique horrible, mais c'est plus dans la version du joueur qu'il est que moi ça pose problème. C'est-à-dire, il va avoir du catch and shoot, par exemple, en NBA, mais c'est des situations qu'il n'a pas ou très peu eu dans sa carrière. Je te dis, à l'INSEP, c'est lui qui avait le ballon et qui créait absolument tout ce qui se passait sur le terrain. Il n'a pas de catch and shoot à partir de là. À Saint-Quentin, un peu plus, mais il reste quand même le joueur qui monte la balle, qui crée des systèmes. Il est beaucoup plus passeur que shooter, en fait. En fait, il n'a pas de jeu off-ball sans le ballon. Je le trouve, moi en tout cas, je trouve qu'il Ouais, n'est pas ouais, assez développé effectivement, pour c'est un arriver truc en NBA indispensable. avec des certitudes. Et puis, en fait, déjà, il n'y a pas forcément des points qui font que je pense que les franchises sont hyper hype. Et en plus de ça, à mon sens, il n'a pas un profil physique qui va l'aider à monter sa cote en NBA. Il fait 1m93, mais il n'est pas spécialement long, il est pas spécialement grand pour un meneur. C'est un meneur assez basique en fait dans les mensurations. Et Ouais. c'est peut-être là où aussi tu es une franchise NBA, tu as peut-être envie de tenter un des profils qui sont peut-être plus prêts et plus sûrs de fonctionner pour la grande ligue que Nolan Traoré. En fait, si Nolan avait continué de performer en pro, pas au niveau qu'il avait l'année dernière, mais déjà être à un niveau supérieur, je pense qu'il aurait quand même gardé son étiquette de joueur qui aurait été top 10 à la draft. Là, il a vachement baissé. Alors, je le trouve vraiment beaucoup trop bas pour le coup, dans les projections. Mais c'est possible qu'il tombe parce que, en plus, c'est un joueur européen, c'est un joueur français. On sait que par rapport aux prédictions, généralement, les joueurs tombent un petit peu. Euh, je le vois pas forcément tomber autour de la 25e place comme il est annoncé maintenant, mais c'est très possible. Ouais, pour finir sur Nolan Traoré, autre gros point noir dans son jeu. Alors, j'ai pas du tout envie j'aimerais bien croire en Nolan Traoré. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui peut être une bonne surprise. Encore une fois, comme on l'a dit, on le répète, et c'est le cas tout le temps pour tous les jeunes joueurs qui rentrent dans la ligue, ça dépend où tu tombes, dans quelle équipe tu tombes et comment tu vas être, dans quelle structure de développement tu vas te trouver. Mais un truc qui joue pas en sa faveur, c'est le point noir de sa défense. Tout le monde pointe le fait que défensivement aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui n'est pas au niveau. Ouais, c'est pas sa spécialité. Et en plus, du coup, si on dit qu'en attaque, il y a des points noirs aussi. En Tout à fait. tout cas, pour la NBA, c'est difficile. Après, là, on a beaucoup donné de points noirs Ouais. sur lui pour quand même donner un peu de choses Vas-y, sur le Flavien. terrain. C'est un des joueurs T'as raison. les plus rapides de cette draft. C'est un garçon qui, en termes de vision de jeu et de qualité de premier pas, de handle, etc., c'est monstrueux. C'est vraiment très très fort. Et du coup, c'est aussi ça où tu as envie d'être intéressé quand tu vois le profil, c'est que il est capable d'aller agresser au cercle facile.
lâcher des ballons facilement. Tu vois, il a quand même fait. Il est cinquième meilleur passeur du championnat cette année en France. C'est solide pour un garçon de 18 ans. Moi, Complètement. Il faut jamais oublier ça. 18 ans, je veux dire, c'est hyper jeune, quoi. exactement, exactement. Donc et encore une fois, c'est pas du tout un joueur fini. Il y a beaucoup de travail. Hmm. Donc faut pas partir pessimiste, mais effectivement, vu tout ce qu'on a dit par rapport à ce que la NBA attend d'un prospect NBA, il y a des choses où ça va pas. Mais en fait, pour moi, à partir du moment où il stabilise un tir à 3 points autour de, je sais même 35%, il a un avenir plus que correct en NBA. Moi j'ai envie d'y croire à Nolan Traoré. Pour le peu que j'ai pu voir de lui, je, quand je vois ce joueur, je me dis il a les capacités. Il y a quelque chose. Il a quand même tapé des perfs dans sa jeune carrière qui te laissent songeur quand même. Où tu te dis, attends, Vraiment, il a des hauts très très hauts. ouais, Mais il peut avoir des bas un peu trop bas aussi. Mais ouais, tout à fait. c'est le fait d'être aussi un jeune joueur. C'est ça, le manque de constance, c'est propre à son âge, j'ai envie de dire. Donc, Exactement. Et au final, tous les jeunes dont on parle dans ce podcast, c'est tout ça, mais c'est tout. Enfin, c'est la même chose. Des garçons qui vont avoir des hauts très très hauts sur lesquels tu as envie de parier. Mais tu sais que petit à petit, ils vont créer de la constance et de la régularité dans leur carrière, mais ça se fait pas quand tu as. Enfin, si tu l'es déjà à 19 ans, t'es pas juste un prospect NBA, t'es une star absolue déjà. ouais, complètement, ouais. Voilà. Autre joueur français qui est situé entre la 20e et la 30e place, c'est Maxime Reynaud, 2m16, 22 ans, formé à Charenton et après à Nanterre. Il est parti en NCAA à Stanford. Euh, pour l'instant, ESPN le plante à quel niveau? Je crois qu'il est 26. 26. Donc soit les nets, même je l'ai vu à 25. Dans la dernière mock, je Euh, crois qu'il est à 25 Magic. 25 et Nolan 26. C'était Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Donc il est passé devant Nolan, ouais, chez ESPN. Euh, Maxime Renoir, pour le coup, lui, il a 22 ans, donc un joueur un peu plus fini. Ça a l'air d'être un joueur qui, offensivement, est capable enfin, il a l'air plutôt adroit au tir. Vu son envergure, on se dit, bah, il est capable de défendre le cercle. Il a un sens de la passe qui a été également pointé du doigt. Défensivement, ça a l'air quand même plus compliqué. Alors, hormis l'utilisation de sa taille, j'ai l'impression que beaucoup pointent du doigt le fait que ça va être compliqué pour lui de rester sur le terrain en défense, notamment quand il va être dans des positions, être mis sur des switches. Qu'est-ce que tu peux me dire concernant Maxime? Je trouve que t'es assez juste sur le profil, comment tu l'as décrit. Euh, donc il est parti à Stanford où il a fait un cursus complet. L'année dernière, il avait émis le souhait de changer de fac. Et au final, il est resté à Stanford et ça a été vraiment positif pour lui. Ok. Parce que je crois que, pour moi en tout cas, c'était le meilleur joueur de la NCAA tout court cette année. Il a sorti une saison où tu. Alors, collectivement, ça n'a pas été dingue du côté de Stanford. Par contre, lui, individuellement, euh, tous les soirs, c'était 20 points, 11 rebonds de moyenne. Il y a quand même du bloc parce qu'il a Ouais. forcément une taille exceptionnelle, mais en fait, pour un pivot de sa taille, il a une mobilité ballon en main qui est folle. C'est un joueur hyper intelligent. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait aussi sa force. C'est il voit le jeu, il a une vision de jeu pour un pivot qui est. Je vais aller dans le jeu des comparaisons, mais exprès, mais enfin, c'est Jokic, concrètement, Ouais. dans le style, en tout cas. Et beaucoup, beaucoup moins passeur, mais alors il y a une capacité en attaque à apporter des points pour les coéquipiers qui sont hyper importants. Euh, j'ai trouvé que cette saison, il avait encore progressé sur ses choix en attaque. Mais effectivement, c'est en défense où tu vas te poser des problèmes parce que je disais mobilité avec le ballon, mais enfin, pour sa taille, forcément, il est un peu rigide et il est pas spécialement mobile. Et Hmm. mais alors, tout dépend en fait du profil que tu vas avoir à côté parce que beaucoup, enfin, dans la saison, il a été question à un moment qu'il soit drafté aux Spurs. Ah oui, mais du coup, là, il jouera, si tu lui mets Victor Wembanyama à côté, t'as pas forcément besoin
d'un pivot qui soit ultra défensif. Par contre, en attaque, Je vois très bien, ouais. il peut t'ouvrir des choses. Lui, on est beaucoup plus sur un joueur fini, parce que tu l'as cité, c'est un joueur de 22 ans. Donc c'est un des joueurs les plus, bah, c'est un des joueurs les plus âgés de la draft, vu que c'est l'année d'auto-éligibilité pour lui. Donc il est vraiment parmi les plus âgés. Mais le fait qu'il soit premier tour aussi, ça montre qu'il a eu une saison exceptionnelle Ouais, et que même quand il a dû rencontrer les franchises donc cet été, au printemps, il a dû aussi monter petit à petit dans l'estime que les franchises ont de lui, parce qu'il est au tout début de saison, il est pas projeté dans les mocks. Petit à petit, on l'attendait milieu de deuxième tour, ensuite début de deuxième tour. Là, très récemment, il est monté premier tour. Pour aussi une raison, c'est qu'il a fait un draft combine excellent, où bah, déjà les mesures ont rassuré les franchises, et quand il a été sur les scrimmages, il a tout cassé. Donc ouais. lui, je pense qu'il sera drafté au premier tour, parce que les Américains l'ont vu et revu, et que tu sur des franchises, on va dire, de fin de premier tour, tu vas avoir des franchises qui vont peut-être chercher juste des joueurs prêts à jouer. Ouais, Et je, bien sûr, je et comprends, je ouais. pense que ça va être le cas de Maxime. Bon, j'aimerais bien le voir aux Spurs parce que voilà, c'est un grand copain de Victor Wembanyama. Ils sont connus à Nanterre. Ils ont joué ensemble à Nanterre en jeune. Et même peut-être même en équipe de France. J'ai peut-être un doute, bref. Mais en tout cas, ils se connaissent très très bien. Et ils passent, ils passent leurs vacances ensemble et tout. Pour la petite histoire d'avoir deux potes qui jouent ensemble, j'aimerais bien. Alors, faudrait qu'il soit pris, faudrait qu'il y ait un échange parce que les Spurs, ils sont quoi? Ils prennent en 2, ils prennent en 14, Ouais, c'est beaucoup trop. mais ils ont pas de pic. Ils ont peut-être des seconds tours, je sais même pas, tiens. Ouais, ouais, c'est possible. Justement, je Alors, crois je que vais c'était sur regarder. du second tour. Ils ont du second tour, ils ont le 38e choix. Voilà. Bah, à un moment, il était annoncé autour de ce choix-là. Ouais, ça veut dire qu'il chute, quoi. Ouais, oui, oui, mais après, bah, moi, je pense pas que Maxime va chuter, honnêtement. Il va se retrouver fin de premier tour. Hmm. Parce que son profil fait que. Je pense que tu peux le mettre sur le terrain, en fait, assez Ouais, vite. Tu peux le ouais. mettre sur le terrain assez vite. Mais toute la question de l'âge, parce que c'est ça aussi qui est très important dans une draft, c'est à quel point tu peux travailler avec le joueur et en faire une star. Euh, Maxime est un joueur qui, dans 4 ans, peut-être aura pas forcément évolué. Enfin, il aura forcément évolué, mais il n'a pas une marge de progression, à mon sens, qui est très très élevée. Hmm. Mais un joueur qui a déjà, par contre, un niveau plancher qui est beaucoup plus stable, et, Ouais, euh, je vois, ouais. et, et qui peut t'apporter plus régulièrement à tous les matchs. Ouais. Le cinquième joueur potentiellement parti pour ce premier tour, c'est Noah Penda, 2 m 3, 20 ans, ailier du Mans. Il a été élu meilleur jeune de la saison Betclic Elite. Euh, alors lui, il est plutôt réputé pour ses capacités défensives, également un certain sens de la passe, solide au rebond, une espèce d'ailier polyvalent quelque part, Noah Penda qui peut séduire des équipes NBA. Qu'est-ce que tu peux me dire le concernant? J'ai vu également qu'il n'avait pas forcément un handle, un dribble très 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 bon. Ça, pour moi, c'est quand même un gros. Ça pêche, ça pêche. Si tu sais pas dribbler en NBA, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que tu peux me dire concernant Noah? Noah, il a eu une progression hyper linéaire depuis 3 ans, on va dire. Il a toujours eu le même coach. Ça fait 3 ans qu'il a le même coach. Et c'est là que c'est intéressant. C'est Guillaume Vizade, qui était coach de l'équipe de France U20, qui a fait double champion d'Europe avec cette équipe de France, avec Noah Penda les 2 fois. Et Noah, il a été élu meilleur jeune de Pro B l'année dernière, meilleur Ouais, jeune de Pro A cette année. Euh, Cette année, il a vraiment passé un cap en montrant que c'était un des meilleurs joueurs, je trouve, du championnat. Enfin, il a un coach qui lui donne, qui le laisse sur le terrain longtemps, et qui lui donne de la confiance. Et lui, il lui rend sa confiance assez facilement. Noah, dans son profil, c'est un ailier qui sait tout faire, globalement. Il y a ouais, pas, il y a pas, je trouve pas beaucoup de défauts. C'est un garçon.
il peut avoir le ballon en main, même si c'est pas sa qualité numéro un, tu le disais. Mais il a du tir, il est capable il est quasiment à 3 passes par match cette année. C'est un ailier qui fait vivre la balle Ouais, pour les copains, mais c'est un très bon défenseur. Au rebond, enfin, je le trouve vraiment dans chaque aspect du jeu. Il est pas, en fait, il est pas spécialement élite, mais il est pas mauvais, mauvais, mauvais. Et du coup, ouais. vu la progression qu'il a petit à petit, j'ai vraiment l'impression qu'il peut servir dans des collectifs assez vite parce que il a justement ce sens de je peux vraiment faire beaucoup de choses sur un terrain. Je suis des deux côtés du terrain, c'est ça qui est important. Il est pas négatif en défense, il est pas négatif en attaque. Euh, il a, il a une carrière en jeune qui aussi, enfin, qui est un garçon qui a eu voilà, double champion d'Europe avec l'équipe de France. Ou peut-être une seule fois, mais je sais pas si ça avait passé l'année dernière. L'année dernière, ils sont champions d'Europe parce que lui, il met un tir au buzzer contre l'Espagne Ah oui, à, c'était lui. à 12 mètres. C'est Noah Penda. Excellent. Et Excellent. c'est un garçon qui marche beaucoup à la confiance aussi Ouais, je vois, ouais. de son coach et qui a su pour le moment lui rendre à 100%. Il a été vraiment la réussite numéro un du championnat. Je crois qu'il est de la deuxième meilleure évaluation de son équipe sur la saison. C'est pour un joueur de 19 ans, 20 ans. C'est hyper impressionnant. Et moi, voilà, il est monté aussi petit à petit dans les mocks. Là, je crois qu'il est attendu 30e. Ouais, 30e aux Clippers. C'est assez drôle parce que les Clippers, il y a deux joueurs qui sont dans cet effectif qui, je trouve, collent un peu à ce que je peux lire et entendre concernant Noam Penda, Amir Coffey et Norman Powell. On va dire Mm. Norman Powell, ce serait vraiment la concrétisation totale de Noah Penda quelque part dans sa carrière NBA, si jamais ça prenait corps. Euh, et c'est un peu ça en fait. Amir Kofi, c'est typiquement ce genre de joueur, un ailier qui sait tout faire, car qui est pas excellent dans aucun domaine, qui est pas élite dans n'importe quel domaine, mais qui sait à peu près tout faire, que tu peux comme ça greffer sur une rotation sans souffrir à proprement parler quoi. Ouais, et puis physiquement, il est quand même grand. Il a quand même une bonne envergure. Enfin, il est physiquement déjà aussi un peu épais. Honnêtement, Ouais, il a une grande envergure, la vache. ouais. Honnêtement, moi, Noah Penda, c'est vraiment un profil hyper intéressant pour des franchises dès maintenant. En tout cas, sur le range de fin de premier tour, début de deuxième. Et, euh, et pour aussi avancer, un peu, aller plus loin sur son profil, ce que j'ai bien aimé voir de lui cette année, c'était au Young Star Game, qui est du coup le All-Star Game des jeunes qui a été créé par la LNB cette année en France, où lui, il a été MVP, mais il a été MVP en se baladant. Alors que Ouais. c'était un des joueurs c'était pas un des joueurs les plus âgés, parce que ça allait jusqu'à des joueurs nés en 2003, mais donc t'avais déjà des professionnels et tout, mais alors lui, moi j'étais au match, franchement, honnêtement, il se balade parce que euh, comme il sait tout faire, Ouais. en fait, il fait tout simplement, tout est propre, il y a très peu de déchets. Je, honnêtement, moi je le vois un bel avenir, alors même pas forcément NBA si ça marche pas, mais il a tellement en fait un profil qui dans le basket moderne est Mm. important d'être bon en défense et bon en attaque. Même tu vois, il a stabilisé son tir à 3 points un petit peu cette année, il shoot à 32%. Ouais, Mais, hyper important ça. alors, mais il a pas un gros volume. Il a pas un gros volume Mm. sur le tir à 3 parce qu'il en vit pas du tout. Par contre, il est capable d'en mettre. Là, c'est vraiment. Et lui, justement, c'est beaucoup du catch and shoot. Donc, effectivement, hyper important hyper intéressant d'aller chercher Ouais. ce genre de profil qui, encore une fois, comme un peu Maxime, peuvent s'intégrer dans un effectif euh, assez facilement parce que il a pas besoin de la balle, Mm. il peut faire beaucoup de choses. Donc, tu peux le mettre sur des missions en particulier. Je trouve en tout cas j'aimerais bien le voir au premier tour. Je suis pas assuré de ça. Mais s'il est pas au premier tour, je pense qu'il peut avoir quand même on peut lui faire Ouais. confiance sur une saison en NBA, même s'il a pas de contrat garanti au bout. On verra ça.
Au-delà des 5 talents dont on vient de parler, il y a d'autres joueurs hein, issus du championnat français qui se sont inscrits à la draft. Je voudrais juste avoir un petit mot de ta part concernant Mohamed Diawara qui joue à Cholet. Euh, je l'ai pas vu dans la mock d'ESPN pour le coup, Ouais. même projeté au second tour. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité pour lui ou il pourra retenter sa chance l'année prochaine? Non, il pourra pas retenter sa chance l'année prochaine vu qu'il a laissé son nom à la draft du coup. Tu peux Ah plus, oui, tu ah peux oui, pas, la tu peux vache. pas tenter. Alors moi, Après, tu peux intégrer la ligue en tant que non drafté, en fait, c'est voilà, c'est ça? ça, c'est ça. Ouais. Mohamed donc il vient de passer un an à Cholet qui a été la grosse surprise du championnat en France, où il a été justement un des acteurs principaux. Euh, il intéresse énormément. Alors il est monté 86e du top 100 ESPN la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais il est enfin rentré dans le top 100, j'ai envie de dire. Mais il a un profil physique qui est trop impressionnant. Il fait de faire 2,8 m maintenant, mais c'est un poste 3. D'accord. C'est un poste 3, très très bon défenseur. Il a Qui peut la il switch, mobilité. pour moi, il switch de 1 à 5. Honnêtement, D'accord. c'est la, Ah, il a deux la grosse mètres vingt qualité. d'envergure, la Non, vache! non, physiquement, c'est très très impressionnant. Waouh! Et tout le long de sa formation, moi je l'ai vu jouer à Paris quand il avait 15 ans. Ah, mais oui, Euh, exact. il jouait meneur. On l'a fait jouer meneur, beaucoup. Donc c'est un garçon qui est quand même, techniquement, a progressé. Euh, le fait en fait, il était même dans les top prospects en fait français il y a 3 ans pour du coup la draft de l'année dernière. Sauf il a pas été drafté parce qu'il a eu juste des soucis dans sa carrière est-ce qu'on te fait confiance ou pas. Et il a été trop longtemps mis sur le banc et donc il est repassé par la Pro B l'année dernière. Il a pris le temps en tout cas de se former. Et aujourd'hui, c'est un joueur vraiment avec un potentiel fou. Et moi, je serais vraiment pas surpris même si on l'a pas trop, il a pas du tout été positionné dans les mocks de la saison. Moi, je suis vraiment pas surpris s'il est drafté en fin de second tour, très honnêtement, parce que Il a un profil, il a un profil NBA. il a un profil NBA de fou, en fait. Voilà. C'est pour ça que moi, Quand on parle de peut-être. joueurs qui sont pris sur leur potentiel et sur, tu sais, voilà, le truc brut où tu te dis, si on l'a entre nos mains, on peut en faire quelque chose. Ça a l'air d'être tout à fait ce genre de joueur, quoi. C'est tout à fait ça. Je voudrais juste qu'il travaille un peu plus sur ses lancers francs et son tir à Ouais. 3 points, même si c'est OK. Voilà, et même qu'il prenne plus d'initiative, c'était peut-être moi ce que j'ai pas spécialement aimé de sa saison. Mais en même temps, il jouait que 20 minutes par match, donc il n'était pas forcément titulaire. Il a joué dans une équipe où le temps de jeu fluctue beaucoup, tu joues très peu de possession, tu sors, tu re-rentres, tu rejoues très peu de possession. C'est vraiment très rythmé les changements Ouais. de cette équipe-là. Et bon, en tout cas, moi, je le vois vraiment une vraie possibilité d'être drafté cette année. C'est vu en fait en fait, c'est pareil. Là, par exemple, tu draftes un potentiel physique Mm. ou alors s'il est pas drafté, qu'il ait un two-way. C'est pour moi envisageable. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, ouais, effectivement, quand tu vois toutes ces capacités à ce joueur-là, il y a vraiment, il a 20 ans. Peut-être que ça peut refroidir certaines équipes, je sais pas. Ouais, mais tu vois, l'année dernière, Armel Traoré avait pas été drafté, mais avait été pris sur un two-way contract pendant Ouais. 6 mois par les Lakers. Il avait joué et tout en plus au début. Et tu sais pas si t'as pas une franchise qui a un coup de cœur avec Mohamed et qui puisse le faire, lui donner des minutes. Et tu sais pas après lui comment il va s'adapter. Moi, je le vois vraiment en tant que défenseur, c'est effrayant. C'est juste Ouais, après, en attaque, est-ce qu'il bien sera sûr. trop négatif pour son équipe ou pas? Bien sûr, ouais. Et est-ce qu'il a la capacité de travail pour s'arracher à l'entraînement et Ouais, progresser, enfin, en tout cas, moi, du joueur que je connais et que je connaissais à l'époque, je pense que oui. Après, ouais, on arrive dans la NBA avec les meilleurs joueurs du monde. Et les places sont très tout à très chères. fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même souligner un truc, c'est que là, on est là en France.
Bah, c'est maintenant tous les ans où on a des talents français qui rejoignent ou qui sont prêts à rejoindre la NBA. Alors certains ne restent pas et ainsi de suite, vont faire carrière en Europe. Certains font voilà NBA, Europe et ensuite reviennent en NBA comme Gershon Yabusele. Il faut quand même saluer la qualité de la formation française à un moment ou à un autre. On a quand même des formations qui arrivent à produire des talents évidents, quoi. C'est quand même un truc qu'il faut souligner, je pense. Ah ouais, ouais, enfin, on en parle comme si c'était normal, Ouais, tout à fait, ouais. mais on peut avoir 5 joueurs au premier tour de la draft pour la deuxième année consécutive, ou c'est 4, non, c'était 5 l'année dernière, 4 l'année dernière. On peut en avoir 5 encore cette année. L'année prochaine, je pense qu'il y aura des joueurs qui seront encore à la draft et qui seront draftés, des tout jeunes joueurs qui vont progresser sur un an. Ça, en termes de formation, en fait, on a aussi des profils et des morphotypes qui sont tellement intéressants pour l'NBA. Et je pense aussi qu'on Ouais. travaille aussi dans notre formation aussi pour envoyer des joueurs au NBA. Enfin, ça fait partie du processus de travail depuis plusieurs saisons. Mais là, vraiment, ce n'est pas normal d'envoyer 5 joueurs à la draft chaque année. Non, mais c'est fou. Je C'est sais pas si t'as raison. Il faut vraiment qu'on saisisse le côté dingue du truc. Et au-delà de ça, j'avais envie de dire pour l'équipe de France de basket aujourd'hui et à l'avenir, c'est quand même une très bonne nouvelle qu'on soit à ce point producteur de talent avec voilà un certain taux d'échec. Il y en a qui ça matchera pas et de toute façon, on n'a pas envie d'avoir c'est impossible d'avoir des Victor Wembanyama tous les ans et à toutes les sauces, quoi. Mais déjà, je trouve qu'on a quand même un pool de talent. Je suis extrêmement impressionné par ça, quoi. Voilà, et puis sur les générations qui vont arriver, donc des joueurs Ouais. qui vont être nés en 2007 là, pour la draft de l'année prochaine, il y aura des joueurs. 2008, il y a un top prospect qui, s'il ne fait pas de bêtises, va se développer très très fort pour au moins un top 10, je pense. Et pour l'année encore d'après, il y a encore des jeunes. On parle de Nathan Soliman, Aaron Nancy. Bref, il y a vraiment déjà des prospects qui sont déjà identifiés Ouais. comme des joueurs qu'on verra très probablement en NBA dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, Mais, on a vraiment un vivier exceptionnel. et on peut suivre ça sur ta chaîne, GoToGuide. Exactement. Voilà. Je le rappelle encore une fois. Merci Flavien pour tes lumières. Merci pour ta passion. Merci pour tout ça. Franchement, c'est captivant à chaque fois de discuter avec toi et je te remercie d'avoir accordé du temps pour le podcast. Eh ben, merci beaucoup, avec plaisir. C'était très sympa. J'aime toujours bien parler justement des jeunes français. Donc, Mais ouais, maintenant que je te tiens, Flavien, je te quitte plus. ça marche. Tu seras mon expert jeune talent. Et ben, c'est avec plaisir. Yes. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les Français qui seront à la draft 2025. Donc, je rappelle, c'est le 25 et le 26 juin. Ça sera en 2 temps, un premier tour, ensuite le second tour de la draft. Voilà, donc on croise les doigts pour que tous ces jeunes Français là trouvent une équipe, tombent dans des bonnes équipes qui vont investir. Je tombe dans des bonnes franchises. Voilà, Toujours. et dans un bon projet. Et on espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, il y a donc, ce podcast sur la draft NBA. Pour ceux qui suivent le podcast NBA Corner, on a fait un podcast avec Charlie également sur le game set à venir entre les Pacers et le Thunder qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi. Vous pouvez écouter ça. On fera un débrief d'ailleurs de ce game set dès lundi soir. Là, on est sur une production incroyable pour NBA Corner. Et puis on se retrouvera dans un autre numéro vendredi prochain où on fera le premier bilan de la draft et surtout des transferts qui vont commencer à tomber dans tous les sens. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans le podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.